Alors, Didier, c'est toi qui lance la. Je vais lancer très rapidement les choses. Je suis le seul concepteur à avoir pas préparé de PowerPoint, vous m'en voudrez pas. Ah ben, Euh, Plutôt que de faire ça, d'abord je vais vous demander de vous rapprocher, ce sera plus sympa. oui, approchez-vous. Et puis, Jean-Louis Labo, qui est vice-président du RSA, chargé de la réglementation, va nous expliquer comment se passe la réglementation pour construire un ULM, parce qu'on n'est pas toujours les meilleurs là-dedans sur l'aspect administratif. Ensuite, Serge Pennec, Daniel Dalby et moi, on vous présentera les appareils qu'on a dessinés. Et puis, ça ne va pas durer longtemps. Et après, si vous voulez, open bar, vous posez toutes les questions que vous voulez. Des questions sympas, hein. Jean-Louis, à toi. Bon, ben bonjour à tous. Alors, vous avez décidé de construire votre appareil. Vous avez bien raison. La première chose à faire, c'est de faire un choix, évidemment, sur l'appareil que vous allez construire et savoir dans laquelle des trois cas de figure, dans lequel des trois cas de figure vous allez vous positionner. Parce que, en fait, il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est peut-être le plus exigeant, mais en tout cas le plus sympa quand on a des notions. C'est celui à partir duquel vous concevez et dessinez votre propre machine. Vous avez les gens qui peuvent vous aider, qui sont dans le stand à côté, je sais plus, Interaction, merci, qui sont des gens tout à fait pointus et qui peuvent vous expliquer quels sont les calculs qu'il y a à faire. Dans ce cas, il vous faut préparer un dossier technique. Vous n'êtes pas tenu de le soumettre. Vous ne le soumettez qu'au cas où votre DAC régional vous le demande. Il faut savoir qu'un ULM en France n'est pas immatriculé. Il est identifié. Cette identification, c'est le nom de son département, enfin le numéro, pardon, de son département et des lettres attribuées par la DSAC régionale. C'est pour ça qu'on a si peu de statistiques, en fait, sur la construction amateur en ce qui concerne les ULM, puisque ce n'est pas regroupé au niveau national, ça dépend de chaque DSAC régional. Donc, ce dossier de calcul, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il est exigible à tout moment par la DSAC régionale et il en dépend l'identification de votre machine. Le deuxième cas de figure, c'est le plus simple. Vous achetez une machine connue qui est en kit, qui est livrée en kit, et vous faites office d'assembleur. À l'issue, le vendeur du kit fait généralement une visite assez rapide, constate que vous avez travaillé en conformité avec les exigences du montage du kit et vous signe la carte d'identification qui va vous permettre d'obtenir le numéro d'identification. Alors, ce numéro d'identification sera provisoire. Vous avez des essais à faire, pas déterminés comme sur les avions, mais je vous conseille de vous caler sur les exigences des Fox Papa, des avions de construction amateur, qui exigent un certain nombre de décrochages, un certain nombre de décollages, un certain nombre d'atterrissages et 5 heures d'utilisation. À l'issue de ça, vous déclarez que votre machine est en état de voler et vous obtiendrez votre numéro d'identification. Troisième cas de figure, enfin, c'est celui dont on va sans doute le plus parler ici. Vous achetez une liasse de plans auprès d'un concepteur. Ce concepteur va vous suivre pendant le temps de votre construction, vous donner probablement des conseils. J'en connais qui en donnent beaucoup et qui sont très utiles et qui sont grandement appréciés. J'en connais qui en donnent moins. Mais ceci étant, vous avez toujours l'accès à ces concepteurs. Ce concepteur, lui aussi, fera peut-être une visite, ou en tout cas une visite sur photo, pour s'assurer que vous avez bien suivi ces exigences, et à l'issue, vous signera, vous aurez un ULM dit non de, précédemment, pardon, comme c'est un kit, c'est un ULM dit de série. Là, ce sera un ULM dit non de série, et pour lequel vous aurez les mêmes exigences d'essai à l'issue de laquelle, alors un numéro d'identification provisoire, et à l'issue de vos essais, vous aurez le numéro d'identification définitif. Je me tiens à votre disposition. La plupart des constructeurs amateurs
sont membres de la fédération que j'ai l'honneur de représenter ici, qui est la fédération RSA. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller sur RSA France. Vous avez, en ce qui concerne la mise en ligne, après, pour voler, évidemment, c'est à la FFP qu'il faudra vous marier. Mais en attendant, pendant le temps de votre construction, je pense que vous trouverez auprès du RSA des ressources, des conseils et des gens qui peut-être même viendront vous donner un coup de main parce qu'ils aiment construire tout bêtement et pas forcément parce qu'ils y attendent un intérêt. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je suis toute la journée encore sur le stand du RSA. Et si vous voulez m'entreprendre à me mener des coups de poing, moi, je suis à votre disposition. Je suis à portée de baffe, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Merci. Merci Jean-Louis. Oui, Jean-Louis parlait du RSA et on a créé parallèlement un pôle construction amateur au sein de la FFUM. C'est pas du tout en concurrence avec le RSA, c'est pas fait pour emmerder le monde. Vous voyez, on est ensemble, on se parle, on communique et il faut que cette communication continue parce que la FFUM et le RSA sont, de mon point de vue, les deux seules fédérations qui s'occupent d'aviation populaire et qui sont l'une et l'autre complémentaires. Voilà. Sur ce que disait Jean-Louis, sur la conception, on est quelques-uns à essayer de concevoir des machines et à diffuser des plans, mais on est aussi à votre disposition si vous avez besoin de conseils ou de tuyaux pour ce genre de choses. Voilà. C'est pas très poli vis-à-vis des copains, ils m'en excluent, j'espère. Donc, je vais vous toucher un petit mot sur les ULM JPM que je représente, il s'agit de mon vieux père, et sur le Pilou. Donc, dans la famille, on a toujours été attaché à la construction d'avions, d'appareils volants, pardon, simple à construire et le moins onéreux possible. C'est-à-dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et l'ami Daniel vous racontera une anecdote entre la construction d'un appareil en tube ou la construction d'un JPM ou d'un Gazelle, ça revient au même. Vous verrez qu'il y a des écarts conséquents en termes de temps à passer. Si vous décidez de construire une machine, ne vous lancez pas si c'est juste un problème financier. J'ai des gars qui m'appellent des fois en me disant « Ouais, j'ai pas trop de fric, je voudrais construire un ULM. » Honnêtement, je suis pas sympa avec eux, je les dissuade. Parce que si vous décidez de construire une machine, vous en prenez, pour certaines, pour 2 ou 3 000 heures de boulot. Et si vous n'êtes pas amoureux de la machine que vous avez décidé de construire, et que c'est juste une question de fric, vous n'irez pas au bout. Et vous allez vous décourager, et vous allez être aigri, comme à chaque fois qu'on rate quelque chose, on n'est pas content. Sur les technologies, aujourd'hui, bon, il y a les tubes étoiles qui font florès dans le ballon, que tout le monde connaît. Il y a des machines aussi en tube comme celle que fait Daniel, et bois étoile et mix bois étoile composite que fait Serge. Donc, je vais leur laisser la parole maintenant. Ils vont vous présenter leur production. Quant à moi, je suis navré, je ferai mieux l'année prochaine, mais je n'ai rien présenté pour ce qui me concerne. Ça dit, je suis alors, il faut aussi venir nous voir au pôle rétro construction amateur, animé par Thomas qui a mené ça de mon maître. Venez voir nos machines. Il y a le pilote qui est en construction. Il y a un Gazelle également sur le stand RSA. Il y a un XL, hein? XL. Et puis, Serge vous présente. Serge a une originalité sur ses machines, c'est ce qui a fait leur succès. Je crois qu'il y a 400 plats vendus. Et combien qui veulent 100? Une centaine, c'est énorme. Et Serge a eu mais il est moins bête que nous. A équipé le Gazelle d'un moteur d'origine automobile diesel, un moteur de 206, je crois. Hein. Ouais. Bon, je vais laisser la parole à Daniel. Une question, tu parlais de budget. C'est quoi le budget moyen pour faire une machine? Je connais pas le budget d'un XL. Le budget actuel du Cup Shell qui est en construction, il a fait tous les achats. Bon, évidemment, avec un moteur d'occasion, une hélice d'occasion, il en est à 3 500 €. Donc voilà, ça c'est le budget minimum. Moi, le pilote, une fois fini, avec la peinture faite chez le carrossier, parce que je ne suis pas capable de la faire, je vais arriver à 6 000, 6 500 €. L'idée, j'en ai parlé avec Jean-Louis, je voulais faire un ULM à 5 000 balles, mais je n'ai pas réussi, je suis désolé. Ce que dit Daniel est juste aussi, hein, sur les budgets d'entrée de
j'aime pas le mot entrée de gamme, mais sur ce type de budget, vous n'achetez évidemment pas un moteur neuf, des roues des copains Bérenger et tout ça, parce que là, vous n'allez pas y arriver. Et puis après, vous construisiez un Gazelle ou un JPM, les techniques sont tout à fait comparables. Le budget, il va monter en fonction de ce que vous mettez. Si vous achetez un Rotax 100 chevaux, vous en connaissez tous le prix. Voilà, ça peut aller jusqu'à des dizaines de milliers d'euros. En moyenne, pour un avion bois étoile, je pense qu'un budget de l'ordre de 20 000 euros est raisonnable, mais vous allez y passer à peu près 3 000 heures. Voilà. Et donc, quelques années. 3 000 heures, c'est 2 années d'un salarié à temps plein. Voilà. Ça permet de relativiser. Merci. Moi, je vais passer la parole à Serge parce que j'ai un PowerPoint qui va passer après après ces images. Alors Serge, voilà, tu nous as amené de très belles photos là. Hein. Ils ont parlé de prix là. Donc... Présente-toi quand même, juste rapidement. Oui, je suis Serge Penec, j'ai conçu cette machine, j'ai conçu d'autres appareils un peu avant. Je suis un peu un ayatollah du diesel. J'ai fait le premier ULM diesel, j'ai équipé un Coyote d'un moteur diesel, d'AX, d'une petite AX. On peut montrer qu'on peut faire des diesel malgré l'idée au moins qu'on les gens du poids d'un diesel. Avec un moteur d'AX. Un moteur d'AX, oui, 106, plus de 50 chevaux, et qui marche très bien. Et de là, je me suis dit, si on mettait dans une machine un peu performante, aérodynamiquement, ça ferait quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, je me suis inspiré de ce qui se faisait mieux sur le marché à l'époque, donc il y a une quinzaine, c'est 2006, le début de cette affaire. Et ça a donné ça, et ça fait des consommations assez extraordinaires. On fait 7 litres à 220. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter la machine. On est monté en sauce, comme on est devenu nombreux, ça a pris, le mouvement a pris une ampleur assez extraordinaire et on a été obligé de monter une assoce autour de tout ça pour aider les gens. Il y a une structure derrière d'assistance. Dans un Gazelle, on n'est pas seul quand on construit la machine. Parce qu'autrement, la construction amateur, il faut faire un peu attention, c'est quand même que 10% de réussite. Sur le nombre de gaz vendus, il y a 10% qui arrivent au bout. Hein. Donc, pour contrer ça, j'ai monté une structure associative où on produit un peu de pièces, comme on a vu où ça pêchait la construction, ce que les gens n'arrivaient pas à faire. Et donc, notre assoce produit à but non lucratif, donc ce n'est pas une boîte à bénéfice, mais des pièces à pas cher. C'est surtout dans la partie métallique que les gens n'arrivent pas, ne sont pas équipés. La partie bois, ça avance tout seul. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu. Alors, ça commence par pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, je suis un vieux, je suis un peu anti-informatique et tout. Voilà. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a une centaine de gazelles là, qui actuellement voilà, alors voilà quelques belles machines, il y a de très belles machines, bien réussies. On a eu gagné des prix, tiens, à Blois d'ailleurs, une coupe coupe esthétique. Ça serait bien de remettre ça, tiens. Voilà, quelques gazelles. Ça, c'est une coupe RSA aussi qu'on a gagné. Voilà, quelques belles machines. Alors, celle-là est un peu particulière. C'est celle qui est présentée sur le stand RSA là-bas, vous la verrez. Elle est un peu différente, elle a un moteur cher. Elle a un UL Power, qui est le même prix qu'un Rotax, hein, c'est un peu l'anti-gazelle. Là, voilà. Ah, on a un Volkswagen sur celle-là, on a une coccinelle là. Là, on a un Rotax. On l'appelle une gazelle Ferrari. Là, on a un moteur Peugeot. J'ai gardé
essence qui ont des problèmes là, oui. Un Rotax, très belle machine celle-là. Ah, un train classique, bien sûr, parce qu'il y a, il y a des fanats du train classique, donc le gazelle est disponible en train classique. Avec un 3 cylindres, il a un 3 cylindres de 90 chevaux là. Une belle machine, là. Ah, un Australien. Oui, du coup, j'en ai un peu partout dans le monde, hein. Donc, c'est la première machine australienne qui va voler. Enfin, qui a volé. Un train classique, un moteur BM qui était là hier, que vous avez peut-être vu. On peut mettre un peu tout sur le gazelle, vous verrez tout à l'heure. En russe. Alors là, ça a été assez incroyable. Le gars, il a une dette française déjà, et française bretonne. Et encore traduit en russe. Et il est arrivé avec des moyens de rien du tout, incroyables, parce qu'ils n'ont rien. Ils ont, à faire en machine. Il a fait sa verrière et tout, des trucs incroyables. Et très belle machine, donc il bluffe un peu là-bas, il bluffe un peu tous les Russes parce que sont habitués, ils n'y croient pas aux chiffres et ils font la même propagande là qu'ils font là sur ce qu'on dit sur la guerre, sur le machin, ils disent c'est faux les chiffres qu'ils annoncent les Français, les types, ils racontent l'histoire. Ils veulent pas croire que cette machine peut atteindre 300 km/h. Donc il a fini par faire une vidéo. On a une vidéo du russe à 300 avec son moteur Honda. Il a trouvé qu'un Honda, il n'avait pas de Peugeot là-bas. C'est assez exceptionnel quand même, son boulot. Une belle machine. Alors, ça démarre, la construction du gazelle, ça démarre comme ça. Ça part d'une plaque de contreplaqué et de Madrid, ce qu'il faut acheter, c'est pas un kit. Hein. Le choix du bois a son importance, j'imagine. Un d'Oregon. C'est un gros classique dans la construction de toutes les machines, c'est le meilleur rapport. Le meilleur rapport résistance densité. Voilà. Ben, il y a mieux, mais encore plus cher, c'est le spruce. D'accord. Mais voilà, il est pensé en pain d'Oregon, mais il faut le faire en pain d'Oregon. Ça démarre comme ça, vous achetez ça, il y a le pain d'Oregon. Bon, les prix, je vais avoir des problèmes parce que tout a tellement bougé que là, je peux raconter un peu de conneries, mais le prix du madrier, c'est 250 €. Il y a un marchand de bois, là. Non, je ne suis pas marchand de bois, mais comme Serge, pour les JPM, on a une petite assoce et on peut vous fournir, il m'est arrivé d'en fournir à des gazellistes d'ailleurs, le matière du bois débité et du contreplaqué. Le bois débité, l'idéal, c'est le spruce, mais le spruce aujourd'hui est à plus de 6 000 € du mètre cube hors taxe, alors que le pin d'Oregon doit être à 1 700, 1 800. Oui. Et il y a un bois dont on parle trop peu, de mon point de vue, que j'utilise beaucoup, c'est l'hemlock. Ouais, l'hemlock qui est parfaitement comparable au spruce et qui est beaucoup moins cher, aux alentours de 1 500, 1 600 € du mètre cube. Ouais. C'est le moins cher et il est aussi performant que le spruce. Vous entendrez parfois, pardon, vous entendrez parfois des gars vous dire oui, mais Marie et Pennec, ils utilisent du contreplaqué, ils vont le chercher en Belgique, il n'est pas homologué. Ben non, il n'est pas certifié notre contreplaqué. Mais si vous voulez du contreplaqué certifié, je leur fais de la pub, allez à la Boisserolles, vous aurez un beau tampon et vous allez payer vos feuilles 3 fois plus cher. Hein. Donc, voilà. Et il n'y a pas besoin de certification. Pardon, Serge. Oui, voilà. Vous commencez par investir 1 500 € à peu près de contreplaqué, qu'on achète en Belgique, là, et 250 € de madrier. Voilà, donc pour 1500, c'est ça, pour 1 500 €, La base essentielle. hop. Après, il y a des plans, il y a bien sûr des plans. Vous allez entendre les plans économiques, tout ça, c'est un peu folklore, mais non, là, je ne diffuse pas du plan. Ça a été un CD, c'est le plan de dossier informatique qu'on charge
et c'est à vous de tirer les plombs. Mais il n'y a pas besoin de tirer du grand plan à zéro comme celui-là sur une petite imprimante. Vous tirez chaque pièce, vous la collez sur le but contreplaqué que vous voulez découper. La forme, vous la découpez. Et, il y a une doc énorme qu'on peut mettre en informatique. Maintenant, on peut mettre tellement de choses, des milliers de choses, que le dossier informatique est bien mieux que les gens qui vous vendent une glace de plomb. Vous avez 25 plans comme ça, de cette taille-là, et un petit fascicule, et puis vous vous retrouvez tout bête, tout seul devant ça, alors que l'informatique, on peut mettre des milliers de choses dedans. Il y a 19 000 dossiers dans le dossier Gazelle. Bon, à trop, c'est trop, comme on dit. Trop d'informations tue l'information. Mais au moins, c'est là. Et quand vous posez une question, c'est dedans en général. Et donc, je dis souvent, quand on me demande une info, lire la doc, c'est dedans. On va plus lire la doc d'ailleurs. Bon. C'est les gens qui viennent à la maison, des fois, je leur dis qu'ils m'emmerdent avec ton truc, on passe autant de temps sur l'ordi que là. Et puis, alors, Serge, c'est entré et c'est gentil ce que je dis. Vous prenez le plan de stage et puis là, vous faites la pièce et vous trouvez un truc en tout cas rouge et c'est marqué faut se reporter point numéro temps. Et des fois, je le redis. Non, mais souvent, les constructeurs me disent parce qu'il y a tellement de choses. Et la l'ADS a évolué au cours des années. Il y a donc presque 15 ans qu'on fait ça. Et il y a des choses qu'on a pu mettre et rajouter dedans et apprendre des constructeurs. Il y a du retour. Tous les jours, j'ai des retours. Je remets dans la doc. Tous les 6 mois, je remets une nouvelle liasse à jour. Bon, des fois, j'oublie l'info dedans. Je ne suis pas bon en papier, en fait. Ouais, le gros problème, c'est ça. Je suis un manuel qui se visse ici, mais après, faire de l'informatique, faire du papier, ça a été c'est mon outil. Je ne savais même plus écrire à la fin. Donc, vous verrez, c'est écrit en breton, souvent. Des fois, je leur dis, mais non, c'est ce qu'on fait. Il faut faire un chantier pour démarrer, pour construire le fuselage. Donc, je mets quelques tassons comme ça sur une table. Ces tassons vont servir à attacher les cadres, les couples. Vous allez voir la photo suivante. Voilà, on fait des couples, des cadres, on contreplaquer les petites lattes, là, comme ça. Voilà. Donc, il y a des zones fortes dans les cadres, c'est les coins des cadres qui sont en contreplaqué plein parce qu'il va y avoir, par exemple, les attaches de train, les axes d'aile qui vont passer à travers ce contreplaqué de 18 là. Voilà. Ça va être recouvert. Il y a des cadres ouverts, ils sont recouverts des deux côtés. Là, mais là, on peut vous montrer ce qu'il y a dedans. Ils sont ouverts. On installe ces cadres sur le chantier que vous avez vu tout à l'heure. C'est pas un chantier plat comme on aurait pu penser. Ça permet d'attacher avec des sergents les couples sur les tassons. On met des lattes. Tout ça, c'est collé à la résine époxy. C'est pas collé avec les PPI, les autres types de colle, la colle marron que vous voyez partout d'habitude dans la boutique, là. Et oui, c'est collé à la résine époxy parce que tout l'avion va être recouvert d'époxy. C'est comme si vous alliez avoir un avion composite à la fin. Ça ne va pas vieillir du tout comme un avion bas. Il est recouvert d'époxy partout. Et le collage d'époxy aussi. L'engrenage, l'arrière, je ne vois même pas ce que c'est. Après, donc, on commence à coller du contreplaqué dessus, pour la ligne. Voilà, donc là, les gars, ils poussent un peu dans la mitrailleuse à Sergio. La solution simple, c'est ce qu'il a fait dans les traits verticaux là, c'est de la bande de sertissage de colis. Et on agrafe, le plus simple, c'est vous agrafez à travers la bande et après, vous arrachez tous les, quand c'est collé, ben vous arrachez avec la bande tous les agrafes. Et le plus faire pareil, l'agrafe en général. Voilà, il a récupéré tous les sergents de tous les copains du coin. Hop, c'est une barque, donc on appelle ça la barque. Une fois qu'on a ça, on va commencer à habiller
c'est pareil, des petits couples sur la machine, sur lequel on va rouler du contreplaqué. Voilà. Ça se passe bien, c'est du contreplaqué de 1 ou 2. C'est très très mince, vous sera très facilement. On la grasse comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Des petites bandes avec le fil de verre entre chaque truc pour assurer la belle. Parce que la forme du gazon est très belle, elle est fluide. Et parce que là, on va mastiquer un peu les petits raccords, les petites cassures du dos, comme ça, pour avoir une belle forme. Même dans cette zone, on peut mettre de la résine, ça va être caché. Ouais, ça, c'est le collage de la vie. Oui, la belle forme du gazelle, d'habitude, c'est carré, ça fait des cases carrées. Là, l'astuce, oui, l'astuce, je vais essayer d'aller vite, l'astuce, c'est qu'on abuse des simulations de mesure dans les coins, qu'on va chaper, comme on dit, qu'on va fermer, qui va nous faire des coins ronds. Ce qu'il faut, c'est que le gazelle a des formes d'un avion composite, au lieu d'avoir des formes de bois. Voilà, donc on va bien taper la forme. Hein. On couvre toute la vie après d'une petite couche de résine, vous disiez, comme ça on en a bien compris, il y a des fibres de résine, une fibre très très mince qui n'a pas de grammage et qui ne va pas vous donner du boulot de ponçage comme l'anglaise ou tout ça. Hein. Donc, voilà, je fais un peu vite. Je finis par balancer une couche d'après carrosserie une voiture dessus, qu'on ponce, alors l'orbital est à la main. Et voilà, on est prêt à peindre. Hop, peinture. Les empennages, par exemple, voilà, des plans, des débuts de plans. Les nervures sont faites en mousse d'émulation de mauvais, de styrofoam, styrodure. Voilà, voilà. Bon, j'arrive même pas à voir. On fait un petit raccord pour que ce soit beau et qu'il ait de belle forme. L'empennage horizontal, pareil, on nervure en mousse. Voilà, vous avez sur le stand. Sacré travail. Hein. Ouais, l'aile, elle est en carbone, et vous l'avez aussi. Elle a des très très gros pour avoir une basse vitesse. C'était 65, et encore, quand il a été pensé, il fallait monter à 65 au début. Après, ça a été décroché à 65, et maintenant, c'est 70. Donc, on a gagné pas mal, et du coup, on a évolué, on a des ailes, du coup, on a refait des ailes un peu plus petites pour être encore plus performant. Mais on a de très très gros volets, des volets à recul qui sortent. Un chantier d'aile, on pose ça là-dessus. On commence à poser un contreplaqué sur le chantier qu'on a mis, on est en attaque, on va mettre des nervures. On fait les joints étant carrés, des baguettes de carbone, aussi sur le carbone, et de la mousse, beaucoup plus petite pour la modélisation de qu'il y a entre les deux. Et après, on est habillé le carbone, le baguette de carbone, on a des groupes de chaque côté la zone de la personne est plus basse. Les trois ailes dans le fuselage comme ça, les deux ailes sont démontables. Et ça va être percé là, vous allez voir où. Voilà le Juste, Serge, il nous reste un bon quart d'heure. Donc, il faut, voilà, juste avancer un petit peu ce qui est une coupe. C'est passionnant, hein. À ce budget, qui est la pas une isolation de maison, une remise plutôt unique.
Les nervures, on se les procure où, comment? Ah, La poutre, c'est une grande plaque de bouche, nous, cutter, au cutter, ah oui. et après, on empile et on a un outil pour. Alors, sur la découpe de mousse, il y a la pratique de Serge. Et nous, on est plutôt, on part sur des. Vous pouvez venir me voir au stand, je vous montrerai. Nous, on part carrément sur des blocs de mousse d'isolation de maison, du coup, et qui sont découpés tout ensemble au fil chaud. Ce qui fait que vous ne perdez pas de temps à faire vos nervures. Nervures d'emplanture, nervures d'extrémité, un fil chaud. Enfin, je dis, c'est pas si simple, mais ça marche. Ben, ça, c'est de l'Erex, ça ne se découpe pas au fil chaud, effectivement. Donc, ça se passe avec un peu. Bon, hop, hop, vous mettez, attends, j'avance, encore arrive un peu là-dessus. C'est la fameuse stratification de tout le avec un petit tissu pour que ça fasse une belle comme si on était en autopsie. Une tête ou pas de tête, voilà, ça fait une croix, ça fait ça. Et après, il y a la mécanique à faire. Il y a plein de trucs dedans, quand même, entrer, décoller. Voilà, un travail d'atterrissage qui fait faire en composite. Il y a un nid, on empile de la fibre. Voilà, de la résine, le carbone. Oui, il y a les deux, c'est mixte. Et il y a des tests de train, je ne sais plus, il y a 4 jours, je crois, il y a du calcul de train avec des modèles de calcul. Il y a aussi, oui, Là, on les salue. C'est pas mal économique, donc si on commence à acheter du BRG à 3 000 euros, notre sauce produit toutes les pièces. Voilà, ça fait de très belles roues. On met sur un disque. On achète des petits freins de scooter, 25 euros. On fait des carénages de roues, tout qui circule. Tout le monde du usage. Donc vous avez renseigné, vous avez comme vous faites toutes les pièces, ça va très très vite, ça gagne 2 années de construction, sûrement, il y a une trentaine de minutes. Je ne vois même pas ce que c'est. C'est un moule là. Ouais. Ça y est. Voilà, à quoi ça ressemble. 194 grammes. Le moule. C'est bien, rien, mon papy, il a passé une lettre. Un coup de main. Voilà. Là, voilà, ça ressemble à ça. La sauce fait trop fait comme ça. Vous n'avez pas de problème de souvenir de machin que si vous ne savez pas faire. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas non plus. Des manches, pareil, vous avez toutes les pièces de manches. On les trouve où alors tous ces plans? Tu peux nous dire? Sur Internet, ça, je fais l'assistance, je fais le suivi, je suis là tous les matins, je fais la headline, je réponds aux questions. Serge, il nous reste très peu de temps. Bon, hop, je fais 2 secondes. Je ne vois même pas ce que c'est. Là, on a ce siège, on a de très beaux sièges, on est très très bien, c'est très très bien. Il y a un radiateur, parce qu'on a mis sur les voitures, les voitures de voiture. Qui veut construire un gazelle maintenant? Voilà les murs, voilà toute la série de murs qu'on a disponibles. Voilà le moteur, donc on a plusieurs moteurs. Donc, le moteur Peugeot, qui fait 90 à 100 chevaux, en diesel. On a une essence, bien sûr. Tu es un futur constructeur de gazelle là dans la salle, Serge. Deux moteurs. À la sauce. Serge, il va falloir à Daniel maintenant. Je suis désolé. Non, mais ce qui est important, c'est passionnant. Comment on peut Il y a une personne là qui est intéressée pour construire un gazelle. Ça sera bien que vous voyez. Hein. Vous connaissez déjà? Non, bah voilà. Tu vois, après la conférence, vous pourrez en parler. Ça veut.
Merci beaucoup. Alors, Daniel, je crois qu'il faut faire glisser, on m'a dit, cette fenêtre là-bas. Voilà. On va mettre un écran. Euh, Alors, je ne sais pas. Après, voilà. Il m'a dit qu'il était là, mais il n'est pas là. Voilà, Voilà, super. Et après, voilà. Je commence à comprendre comment ça marche depuis 3 jours. voilà. Donc, ben moi, je suis aussi Merci. un modeste petit concepteur, puisque bon, c'est moi qui ai conçu le Pouchel. C'est moi qui ai conçu le Pouchel à partir de 3 échelles en aluminium, hein, donc qui effectivement m'a valu beaucoup d'amis, mais beaucoup d'ennemis. Les ennemis en particulier dans le monde aéronautique avec un A majuscule. Donc, l'histoire a commencé. Bah, à la fin. Alors, comme je suis quand même pas un suicidaire, avant de faire mon Pouchel avec 3 échelles, j'ai quand même fait un essai statique avec des agglos de 7,5 qui pèsent 10 kilos. Donc, c'est très facile à se rendre compte de ce que ça peut donner. Et il s'est avéré que l'échelle avait effectivement la résistance qui était donnée par le fournisseur. Donc, première chose, donc ça c'était en 99, 3 échelles et on vole. Premier vol à Salon et Guerre en juin 99 avec un moteur Fuji Robin de théoriquement 18 chevaux. Bon, cette histoire d'échelle, ça a connu vraiment un grand succès, hein, puisque ben là, vous avez un Pouchel qui vole sur un lac salé au Mexique. Il y a eu en Italie, il y en a eu un petit peu partout. Du vrai tube étoile, là. Ah, ça, c'est du échelle étoile. Alors, la suite, pour que ça ressemble un petit peu à un avion, c'est 4 échelles et on vole, c'est-à-dire 2 échelles de fuselage et enfin, 3 et 4. Bon, ça, j'aime bien le présenter parce que c'est la reconnaissance. Hein, c'est donc Pierre Minier, le fils d'Henri Minier, qui effectivement aimait bien mon Pouchel. Voilà un rassemblement à Tours, donc en compagnie de Pierre Minier. Par contre, après, les choses se sont compliquées. Comme on était. Alors, pour vous raconter la petite histoire, lorsque j'ai cherché un fournisseur d'échelle sérieuse, donc je suis tombé sur Tubesca, j'ai téléphoné à Tubesca, la secrétaire m'a passé le directeur technique qui m'a dit, Monsieur Dalby, c'est extraordinaire ce que vous voulez, ce que vous faites. Regardez le catalogue, vous me donnez les références, je vous envoie vos 3 échelles. Donc j'étais très content. Un mois plus tard, toujours pas d'échelle. Je retéléphone. Ah, il me dit, Monsieur Dalby, on a un souci. La direction générale n'est pas d'accord. Bon, mais comme c'était un brave homme et qui était vraiment passionné par ce que je voulais faire, il m'a dit bon, je vous donne le numéro de téléphone du commercial de votre région et il va vous faire la remise maximum. Donc, je l'ai appelé, il fallait passer par un revendeur, en l'occurrence à Quincaillerie-Aixoise à Aix-en-Provence, et j'ai eu 35 € de remise sur les échelles, et j'ai conservé pendant 20 ans 35 € de remise sur tout ce qui était à Quincaillerie-Aixoise. Donc, ce n'était pas perdu. Alors, ensuite, on était très contents, on a fait un site internet, on a mis dans les partenaires, bien évidemment, Tubesca. Ça a duré une journée. La direction de Tubesca m'a appelé en disant, vous arrêtez tout, vous enlevez tout ça. Du coup, bon, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose de sérieux. Donc,
est né le Pouchel 2 avec des profils d'aluminium du commerce. Donc ça a été une belle aventure aussi, puisque ça a été étudié avec les profs et les élèves de l'ICAM de Toulouse. Ils ont construit le proto, on l'a équipé de jauge de contrainte, je l'ai fait voler. Enfin, c'était une très très belle aventure. Alors, encore quelques minutes. Voilà, donc est né effectivement le Pouchel 200 échelles. Ouais, magnifique. Qui avait vraiment la gueule du premier. Alors ça c'est intéressant, mais je pense que mon ami Didier ne va pas m'en vouloir pour la suite. Les constructeurs RSA d'Albi ont eu un incendie criminel en 2006 et 3 machines en construction presque finies ont été brûlées. Et le président a dit, il faut absolument qu'on se relève. Il m'a appelé, il m'a dit, tu peux me dessiner un Pouchel avec un fuselage en bois. J'ai dit, pas de problème. Donc ça, c'était en décembre. Le 6 janvier 2006, je lui ai donné les plans. Et le 6 juin 2006, il volait, je l'ai fait voler. Alors, pardon Didier. Bon, ça c'est pas méchant. Donc après, le Pouchel c'est bien, mais le bureau de l'association a dit qu'il faudrait quand même faire une vraie machine. Donc ils ont choisi le Loiret et ils ont mis 6 ans. Alors, il ne faut pas comparer. Hein. Chaque chose, je veux dire, les machines que je fais, c'est le plaisir de voler, point barre. Hein. Après, si on veut vraiment une machine, une belle machine performante, il y a Didier, il y a Serge, il est là. Il y a Serge, là, vous pouvez vous adresser à eux. En 6 mois, c'est faisable. Hein. Voilà. On peut construire. Donc ça, c'est une belle reconnaissance aussi. Serge Dassault. Ah oui. Bon, parce qu'un Pouchel a été construit au lycée de Corbeil-Essonnes et Serge Dassault avait donné les sous. Alors ça, c'est le Pouchel Light, donc ça, c'est une évolution. 91 kilos. Le Pouchelec, qui a volé en 2000, donc qui a volé en 2009. Bon, ça, c'était pour montrer que l'électrique, on pouvait voler, même avec un Pouchel. La demoiselle, grand succès. Là, ouais. Le summum, la demoiselle au Bourget. La demoiselle de l'unité de Chartres. Bon, Chartres a été effectivement très, très actif et toujours actif. Thomas Geron est un amoureux des échelles volantes. Le Scoutchel, il a fait les championnats de France. Il a été vice-champion de France avec le Scoutchel. Oui, c'est Thomas, là. Hein. C'est Thomas, tout à fait. Le Cupshell, le Dragon, le Staggershell, l'Hydropouchel tout, l'Hydropouchel, actuellement un Pouchel Light classique en construction et les nombreux projets à venir. Voilà, si vous avez des questions, je suis à vous. Qui a envie de construire un Pouchel? C'est pas obligatoire, hein. On a déjà un futur gazelle, là. Bon, merci beaucoup, Daniel.